Great. So, wow, I'm very moved. This morning is Pablo Servigne. He's a dear friend and a brother. Et on va faire en français et en anglais. Enfin, lui va répondre en français, mais moi je vais aller de l'anglais au français pour tisser des peuples différents. Et donc, so Pablo Servigne will introduce himself to you. It's much easier. He has read the message in French and English. And I'm very, very delighted and honored and deeply moved, almost to tears, to see him and to have his precious response. À toi. Merci Azul. Je suis ravi de pouvoir converser avec toi sur ce message de l'eau qui m'a vraiment touché. Et quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup d'émotions. Parce que pour me présenter rapidement, moi, je suis quelqu'un qui vient du milieu de la science, de la raison, de l'intellect. Donc j'ai été chercheur, j'ai étudié le comportement des fourmis, puis j'ai fait des études d'agronomie. Et en fait, ce sont des études qui n'ont pas effacé quand même une certaine sensibilité envers le monde vivant, les autres qu'humains. Et le fait de voir ce message que tu as reçu, de le lire, c'était pour moi un flash, un choc, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est j'ai l'impression souvent qu'une réaction commune chez les humains, chez nos contemporains, c'est que on considère la nature comme très vulnérable et nous comme très puissants. Les humains sont très puissants. Et donc on a vraiment envie de les protéger. Et on a ce sentiment de supériorité qui finalement fausse complètement notre perception des choses. Il y a nous, puis il y a la nature un peu faible qu'il faut vraiment protéger. Et ce message, il a vraiment renversé cette vision et il m'a reconnecté à quelque chose de très intime qui, comment dire, le fait que les êtres vivants sont effectivement vulnérables, mais ils sont également très puissants. Le fait que l'eau n'ait pas peur, n'ayez pas peur pour nous, nous allons nous régénérer tout seuls, ça va aller. Par contre, vous, et là, ça nous montre notre extrême vulnérabilité. Et ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et nous sommes d'autant plus vulnérables que nous dépendons d'eux, et eux qui sont en train de se détruire et de s'éloigner de nous. Et donc, il y a eu un bouleversement voilà, sur ce côté vulnérabilité. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est au niveau de comment on se représente, de notre réaction. Parce que moi, souvent aussi, et moi je le pense, mais je le vois chez d'autres humains, c'est le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on détruit et quand on voit toute cette nature détruite. Et la culpabilité aussi, peut-être c'est un sentiment chrétien ou de notre origine, de notre culture judéo-chrétienne peut-être, mais la culpabilité et aussi la colère ou le ressentiment ou le fait que peut-être la nature va se venger, va arrêter de nous parler sur la figure. Et le message de l'eau est totalement bouleversant parce que non seulement l'eau et les autres humains ne sont pas dans la colère, ils restent dans l'amour. Waouh! Et ils nous ont déjà pardonné. Enfin, il y a même plus besoin de ça. Et alors, ça nous montre en fait en miroir que c'est nous qui avons ces sentiments de colère. En fait, nous sommes toujours dans la colère, la culpabilité, le ressentiment, et on projette ça sur les autres, sur la nature, alors que voilà, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, ça m'a montré que, en fait, on a un grand chemin à faire au niveau des émotions et de la spiritualité, parce que
parce que cette colère en nous, elle cache en fait une immense tristesse. Enfin, souvent, lorsqu'il y a une grande colère derrière, on creuse, derrière, il y a une grande, grande, grande tristesse. Et cette tristesse, enfin voilà, peut-être je le devine, c'est une intuition, mais c'est la perte de lien, quoi. C'est le manque de connexion ou l'amnésie euh, dont parlait Francis Weller et qui est là dans ce message aussi. L'amnésie, l'oubli, le manque de connexion, une profonde tristesse. Et là, ton travail est magnifique pour ça. Merci. Ouais, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est à quel point on leur manque. Ça m'a vraiment, vraiment comme quoi on a une valeur pour eux. C'est qu'on est, sans nous, c'est comme s'il n'y avait pas, la vie, l'existence sur cette terre n'était pas complète. Et j'ai jamais entendu un message d'amour si profond aussi, où ils sont constamment sans résistance aucune, ils sont d'accord de mourir. On voit bien ça avec les abeilles, on voit bien ça avec plein d'êtres qui sont là comme s'ils essayaient de nous secouer de cette anesthésie, de cette amnésie. Et ouais, j'ai Ouais, jamais ça me fait penser à beaucoup de spiritualités qui mettent en avant la gratitude, l'amour, le pardon, et ressentir le pardon, ressentir euh, l'amour et la gratitude envers ces êtres, envers nous-mêmes aussi, c'est extrêmement bénéfique. Enfin, c'est quelque chose qui change le monde, en fait, d'ouvrir son cœur et de ressentir ça, pas seulement de le penser, mais de le ressentir. Waouh! Et dans ce message, il y avait ça. Il y avait le pardon, c'était là, quoi. Il y avait l'amour et il y avait la gratitude. En fait, tout est là. C'était concentré dans ce message. Et c'est très, enfin, c'est ça qui donne sa force au message. Ah oui, et dans le message, il y avait quelque chose aussi qui m'a fort marqué, c'est les 5 ans. Il reste 5 ans. Et alors là, je connecte directement avec la raison et avec toutes les publications scientifiques et tous nos travaux, articles, conférences et livres qui montrent que voilà, enfin, on n'en a plus pour longtemps. Les catastrophes convergent, que ce soit le changement climatique, le pic pétrolier, la fragilité des systèmes financiers, économiques, des chaînes d'approvisionnement, la rareté des minerais, la destruction des habitats, des abeilles, la disparition des poissons, etc. Et tout ça converge et il suffit de voir comment les courbes se projettent pour deviner qu'il reste plus beaucoup d'années en fait. Et 5 ans me paraissait être l'intuition la plus fine que je pouvais avoir. Tu vois, souvent on dit ouais, les grandes catastrophes, on pense à 2050, 2100, certains 2030. En fait, non, en affinant, on tombe facile entre 2020 et 2030, mais c'est toujours difficile de donner une date parce qu'on ne peut pas prédire les choses. Mais l'intuition peut se permettre d'aller toucher des dates, et c'est vrai qu'entre 2020 et 2025, moi je voyais des grands événements là, et le fait d'avoir une date si précise comme ça, dans 5 ans, si mes souvenirs sont bons, le message de l'eau date de fin 2016. Ça, 2 décembre, 2 décembre 2016. Donc, voilà, ça nous mène à 2021-2022, ce qui correspond à beaucoup d'analyses de scientifiques. Et d'analyse scientifique qui prédit, c'est quoi la prédiction? C'est d'un collapse dans tous les systèmes? Parce que là, le message, il dit, il faut se réveiller. Il y a 3 choses. Hein. C'est se réveiller, devenir plus mûr comme espèce et se souvenir qu'on appartient à ce monde, qu'on appartient à cette terre
Donc, il y avait trois choses. Et toi, quand tu Ouais. penses à 5 ans, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu as découvert en fait? Moi, j'ai une vision du collapse qui n'est pas du tout, qui est progressive en fait. C'est pas du tout un moment brutal où tout va s'arrêter, mais c'est un enchaînement de catastrophes comme un effet domino, euh, où quelque chose va provoquer autre chose d'imprévisible, et l'imprévisibilité et euh, le brouillard dans lequel on arrive ne nous permettra pas de réagir de manière très, voilà, très euh, constructive. Donc moi, ce que je vois, c'est que dans les 5 ans, cet enchaînement de catastrophes nous permettra plus d'avoir comment dire, la possibilité de se reconnecter à la sensibilité. Parce que là, on vit dans une position encore relativement confortable au niveau climatique, au niveau financier, etc. En tout cas, nous, il y a des pays qui sont déjà bien mal en point. Mais ce confort nous permet de manière anticipée de se reconnecter maintenant. C'est plus facile de se préparer, alors se préparer matériellement, mais spirituellement aussi. Je pense enfin, c'est évident qu'il y a les deux à faire. Et voilà, c'est ça. C'est que dans 5 ans, ça sera pas la fin du monde, mais ça sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de se préparer d'avoir ce sursaut pour sauver un maximum d'êtres humains. Euh, et donc enfin, des êtres vivants. Moi, l'image qui me vient, euh, c'est l'image d'un cerf-volant. Mhm. Euh, on est comme un cerf-volant attaché à, à cette planète Terre avec des gros câbles. C'est les liens qu'on a tissés au cours des millions d'années avec le vivant. Et peu à peu, ils se sont rompus, tac, 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 au fil de la révolution industrielle, l'invention de la révolution cognitive il y a 70 000 ans. Et puis on est parti dans la culture, dans les mythes, dans les histoires et dans le hors-sol. On est devenu une culture hors-sol, comme des tomates hors-sol. Et là, les derniers câbles sont en train de lâcher. Et pour moi, le flash que j'ai eu avec ce message, c'est que dans 5 ans, tac, le dernier câble lâche et le cerf-volant, on ne peut plus le rattraper. Il part dans la tempête. Et les êtres vivants qui sont toujours bien attachés, ils nous disent attention, il reste plus qu'un câble, revenez, on ne veut pas vous perdre. Et ça, c'est touchant. C'est incroyable ce que tu me dis. Ben, je vais te parler juste, je ne pensais pas en parler, mais il y a eu un autre petit message, énorme message, mais plus petit, de l'eau de la même rivière, qui est par rapport à notre imagination. Et le danger, c'est que notre imagination, il y avait une image très, très, très similaire, qui était comme un tissage. Et il y a les fils, quand tu tisses, il y a les fils principaux, qui sont backbones, the backbone. Et l'eau disait, mais arrête de parler de moi tout le temps en me séparant des autres. Tu me sépares de la terre, tu me sépares du soleil, tu me sépares des oiseaux. Ça m'émeut énormément. Et j'ai vraiment été secouée en me réveillant en me disant, elle disait, mais arrête, ton imagination est tellement fine. Maintenant, l'être humain, votre imagination est tellement fine parce que vous séparez tout, vous dissectez tout, vous analysez tout, vous séparez tout, que bientôt, il y aura même plus les fils de backbones. Et si vous perdez ces fils-là, l'imagination qui appartient à cette terre, à Gaïa, c'est fini. Et ça, c'est incroyable, c'est exactement la même sensation dans mon, tu vois, de frisson, de vérité, de wow, oh, breaks the heart. And de ces fils, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Et ce que j'ai compris dans ce message, c'était vraiment que l'imagination qu'on a, cette imagination incroyable qu'on a, où on peut créer tellement de beauté et de bonté aussi, elle est en danger. Et ça, j'avais jamais même pensé à ça. Je me demande si tu as un truc à répondre là-dessus. C'est que notre imagination est véritablement en danger, quoi. Voilà. Mm. Ouais. Et oui, mais c'est ce que je dis souvent en conférence. Enfin, j'aborde les chiffres
J'aborde la question des émotions. Il ne faut pas mettre sous le tapis, mais qu'il faut accepter et, et savoir écouter les autres, etc. Donc la peur, la tristesse, la colère, etc. Mais aussi la question de l'imaginaire, enfin, absolument crucial, le fait de s'imaginer les catastrophes comme une guerre de tous contre tous, où on va s'entretuer comme un film de zombies, comme Mad Max. C'est une pauvreté dans l'imaginaire incroyable. Qui a été, on fait de la monoculture. Voilà. La monoculture, c'est vraiment ça le terme, comme une monoculture d'OGM faite par l'industrie hollywoodienne sur notre imaginaire du futur, sur notre imaginaire de comment on voit les êtres vivants, de comment on se voit nous-mêmes. Et c'est d'une pauvreté affligeante. Donc, tout le travail, et ça, on le dit dans notre fait un artiste, et la moitié, je dis la moitié, mais le grand du travail de la transition, c'est c'est dans l'imaginaire, dans les mythes, retrouver des mythes, des narratives, disent les Anglais. C'est, je sais pas comment on dit en français, mais des récits qui, qui, qui redonnent de la couleur à l'imaginaire, mais au monde vivant. Et en fait, il y en a dans tisser des histoires. Il y a aujourd'hui un philosophe, je crois que c'est l'année dernière, qui a publié un livre en français qui a eu beaucoup de succès et qui s'appelle Les tisserands. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des tisserands. Ils refont du lien entre les humains, ils refont du lien avec refaire du lien avec les émotions. Les tisserands participent à refaire du lien avec les autres humains, avec ce qui nous dépasse, c'est-à-dire le sacré. Et tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, après quelques années de contact avec beaucoup de publics différents, que c'est en train de s'accélérer. Et de la même manière que dans l'Anthropocène, tout s'accélère, les catastrophes s'accélèrent, eh bien les tisserands euh, travaillent et accélèrent ce métier de tissage. Et les liens s'accélèrent. Donc il y a une course un peu contre la montre, entre l'accélération de ceux qui tissent les liens et de ceux qui les détruisent. Et voilà, peut-être on aura le résultat dans 5 ans, mais je constate vraiment une accélération, pas des bonnes nouvelles, mais de quelque chose qui va dans le bon sens, qui permet de retrouver du sens. Un exemple typique, c'est le lien entre la spiritualité et la science avec la physique quantique, avec enfin, beaucoup de travaux d'anglophones et de francophones qui commencent à faire ces liens. Et ça se développe de manière incroyable. Enfin, il y a un an, on pouvait pas voir tout ça. Et chaque mois, chaque semaine, il y a des nouvelles découvertes. Il y a surtout des gens qui osent parler de ça, qui osent être décomplexés. Moi, à mes conférences, maintenant, j'avais décidé il y a quelques années de parler que avec le cœur et plus avec la tête. Et je sens directement le public a changé et les gens viennent me dire, wow, même des scientifiques ou des gens, des activistes politiques qui sont rarement dans les émotions et qui me disent merci d'être franc, honnête, sincère, on a besoin de ça. Mais ils me disent merci parce que juste ça a libéré ça en eux et qui maintenant ils peuvent le faire, ils peuvent aussi s'exprimer pleinement et ça fait un bien fou de se remettre à parler d'amour, d'empathie, d'altruisme, de se faire des hugs, de s'embrasser. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont. On est vraiment très. On a faim de liens et de sens. Vous faites des hugs en France maintenant? Ouais. J'étais il y a 2 jours, j'étais à Lyon pour une journée organisée par le mouvement altruiste. Il y a un mouvement altruiste qui est né avec une journée absolument magnifique où ils ont inventé par exemple la cuisine altruiste. Euh, comment ne pas mettre de souffrance dans son assiette. Manger sans mettre de souffrance dans son assiette. C'est magnifique. Enfin, une belle énergie dans la salle et que des ouvertures de cœur magnifiques. Et ça avance vite comme ça. Ça avance très très vite. Il y a une question qui arise par rapport
au fait que tu sois un père de deux jeunes garçons, sachant, parce que je pense que tu parleras à pas mal de jeunes parents, euh, tu sais t'as tellement de news, d'informations, plus ce message de l'eau. Comment tu le vis en tant que père? Où tu vois ces petits bichons qui sont là avec ce message de 5 ans, ils ne seront même pas adolescents. Est-ce que tu peux parler, je sais que c'est possiblement très émotif, mais aussi c'est un cadeau, je pense, pour beaucoup d'autres de jeunes parents. Moi, le mien, il a 24 ans, il fait son chemin, mais toi, tu as des petits-enfants. Je voulais savoir Oui, comment tu tisses cette histoire, ce narrative pour toi, dans ton cœur, avec ta femme, tout ça, en tant que famille. ouais, mes enfants ont 3 ans et 5 ans. Et voilà, dans 5 ans, ça nous mène à 8 ans et 10 ans. Pour moi, voilà, ils seront toujours des petits êtres fragiles. Et alors, j'ai deux sentiments forts. Euh, on pense à ça et c'est vraiment, ouais, comme tu dis, très émotif, très, très fort de penser à ça. Le premier, c'est de les voir comme des êtres vulnérables et de vouloir les protéger, d'avoir peur, de, d'être dans ce rôle de père protecteur et, et à la fois d'être dans cette confiance, euh, qu'ils s'en sortiront mieux que nous, dans cette confiance que la nature, les êtres vivants se régénèrent très vite, que eux en font partie et que eux, pris dans cette interdépendance et s'ils font ce chemin aussi d'ouverture du cœur, ça ira très vite. Ils apprennent à une vitesse incroyable et beaucoup plus vite que moi maintenant. Moi, je pense être euh, à la mode et connaître tout de notre monde. En fait, pas du tout. Eux, ils sont beaucoup plus connectés et ils se connectent très vite. Donc, moi, j'ai à la fois cette peur, mais cette confiance. À la fois, euh, je les vois vulnérables, mais je les vois très puissants. Et, et voilà, je navigue dans cet équilibre. Je navigue avec ça. Et, et vraiment, notre époque, c'est ça, quoi. C'est à la fois se rendre compte de la fragilité et de la puissance de notre monde, mais à la fois, euh, comment dire, toucher l'interdépendance radicale, comme dit Johanna Messi, cette interdépendance radicale avec le tissu vivant, c'est à la fois se laisser aller, se tomber comme ça dans une falaise sans filet, et se laisser aller à une vulnérabilité, enfin accepter notre vulnérabilité. Et ça donne de la force et du courage. Et voilà, donc je suis à la fois dans cette vulnérabilité et cette force et ce courage avec eux. Alors j'ai de la force pour eux. Je suis pas du tout dans la dépression ou la protection qui les empêche de grandir. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Et j'ai remarqué, juste pour finir là-dessus, que dans le public que je fréquente, il y a vraiment un décalage entre les jeunes, ceux qui ont des enfants, les femmes qui sont enceintes, ceux qui veulent avoir des enfants, et les plus vieux qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà vécu les années 70 avec le rapport Meadows, avec les chocs pétroliers, la peur de l'hiver nucléaire, et qui 40 ans après, on montre assez facilement du cynisme, euh, de la dépression, du je m'en foutisme. Bon, bah, laissez foutu, l'humanité disparaîtra, tant pis. Ou des attitudes que les jeunes souvent ont du mal à comprendre. Et alors, il y a aussi des personnes âgées très connectées, mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez eux, ce cynisme qui est très difficile à vivre pour les jeunes. Et les jeunes, paradoxalement, quand on leur dit toute la vérité, paf, on leur lance les chiffres des catastrophes, ils l'acceptent beaucoup mieux que les plus vieux, que les plus âgés. Et voilà, ils ont plus d'agilité, mais ils sont vraiment dans la gratitude de recevoir des messages sincères euh, de la réalité du monde.
Et pour ça, j'ai confiance, quoi. Et il y a une phrase dans Et ce le message, qui touche ce que tu viens de dire, qui est que pour se réveiller dans notre époque, on va se réveiller avec un sanglot énorme, quoi. Et ce travail de faire du travail avec le deuil. Et je vois aussi, comme tu dis, c'est des gens plus âgés, même de mon âge aussi, tu vois, et plus âgés, où tu vois une accumulation de sentiments et de deuil et de sorrow, c'est pas en français, de sorrow et de colère aussi, et tout est complètement bloqué et devient du cynisme et du sarcasme aussi. Bon, c'est assez culturel ici, où on s'en fout et comme tu dis, bon, de toute façon, c'est trop tard et tout ça. Et je vois dans le travail que je fais, donc je fais des cercles de deuil pour ancestral aussi et pour la planète et personnel. Et qu'une fois une fois que once we can release all this, on appartient à nouveau en fait à ce tissage. Et, euh, et donc elle dit l'eau, elle dit vraiment très clairement que pour se réveiller, il va falloir accepter ce broken heart, quoi. Et on a du mal à marcher droit hein, au début. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça a été un peu un choc avec Joanna Macy au début, et puis après avec les autres, avec Francis Weller, Joanna May, et Sobun Fusome et tous ces gens qui travaillent avec le grief. Et je me demande pourquoi les jeunes ne ressentent pas ça. Donc, c'était je remarque ça aussi. Les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont plus légers. Je ne sais pas. Je perds mon fil. Je perds mon fil. je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui le ressentent, hein, ce travail de tristesse et de deuil. Oui. Et il suffit d'arriver à mettre des mots dessus, d'arriver à mettre en place des cercles de parole, d'arriver à mettre en place quelques outils pour que ça sorte très facilement. Mais moi, ça a commencé à sortir et je suis en chemin et c'est pas encore tout à fait sorti. Mais je sens que ça fait du bien. Pour moi, le travail que tu fais sur le grief, sur le deuil, la douleur et la tristesse, c'est absolument fondamental. C'est l'urgence absolue dans le monde. C'est aller toucher la tristesse, l'exprimer, et c'est ça qui nous amènera à l'amour, enfin, à l'ouverture du cœur, à faire du lien. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Et tu sais, C'est... Sobun Fusome, qui est morte il y a quelques mois, et un de mes teachers, dans son village africain, les Dagara people, ils font un rituel pour le deuil toutes les semaines. Toutes les semaines, depuis des milliers d'années. Ils n'ont pas eu besoin de cette crise. Ils connaissent la nature humaine pour savoir que c'est un cadeau, c'est une offrande à leur communauté. Que plus on se durcit et que notre cœur devient complètement... c'est néfaste pour tout ce qui est la vie, pour toute la vie. Donc il y a quelque chose qui est en train de on est en train de se souvenir de ces rituels pour justement accueillir ce choc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de se réveiller. Il y en a qui prennent beaucoup de cachets parce qu'il n'y a rien en fait, il n'y a rien en place. Je me demande si toi, je sais que tu peux parler un peu de, ton, de ton lien avec The Work That Reconnects, que vous faites un peu là-bas. Et j'avais fait mon premier atelier, je crois que c'était en 2011, avec ma compagne, c'était en Belgique, et avec ma compagne qui était enceinte. Et c'était 7 jours. Pour nous, c'était vraiment, ça a été très très fort. Il y a eu l'avant et l'après, avec beaucoup de bouleversements voilà, corporels, spirituels et beaucoup de changements d'attitude. Et tout ça influence les pensées. Voilà, c'était très fort. Et je l'ai refait après, 3 ans après. Et maintenant, j'aide l'équipe qui fait ces ateliers en Belgique et en France. Donc, je co-anime. Mais en tant que co-animateur, on travaille aussi beaucoup. Donc, je vois que chaque atelier est différent. Chaque atelier va plus loin. Chaque atelier me permet de suivre ce chemin. C'est pas juste une initiation, c'est vraiment le début d'un long chemin. Et
au dernier atelier, j'ai senti une incroyable connexion d'énergie. Enfin, j'avais, comment dire, j'avais pendant une semaine après, je dormais peu, j'avais une énergie incroyable, tout ce que je faisais était connecté, était juste, j'étais dans l'attitude, ça m'a donné une force incroyable, quoi. Et tout ça en acceptant la vulnérabilité, en acceptant que l'eau vienne. C'est vraiment ça. Le message de l'eau, c'est reconnectons-nous, enfin, lâchons l'eau qu'on a en nous, Oui. c'est ça. Et la fragilité, montrer sa fragilité pour un homme en plus, dans cette société, c'est tellement beau et c'est tellement difficile, mais c'est tellement beau et puissant et ça fait travailler, ça fait avancer que c'est, enfin voilà, moi ça a changé ma vie, ouais, ce travail qui relie. Alors nous, on l'a rebaptisé la traversée qui relie, et pas le travail qui relie. Ah, C'est toujours TQR en français, mais c'est mhm. la traversée qui relie. La traversée, pas mal. Comme traverser une tempête, on monte sur un bateau tous ensemble et on Il y a l'eau traverse la encore. tempête. Il y a Il y a l'eau. toujours beaucoup d'eau, il y a toujours beaucoup d'eau, mais Beaucoup d'eau salée. Coach, je te remercie infiniment. Est-ce que tu as autre chose à dire et on peut répondre à ce message. ah, moi j'ai rien à dire, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Merci de partager ça, merci de m'avoir permis d'exprimer ça. Merci pour tout ton travail qui est vraiment incroyable et nécessaire. Et voilà, moi je suis vraiment dans la gratitude et l'amour, quoi. Mm. Merci. Ah, Merci Annie. Courage. je te remercie infiniment, Pablo. Un gros bisou à ta famille et, euh, et, euh, et voilà, je t'embrasse infiniment. Bonne journée. Bisous.